Nous allons donc maintenant passer au deuxième prix, qui est le prix qui récompense les visionnaires. C'est le prix, dans la catégorie des startups de l'année, de la stratégie disruptive. Disruption. Disruption, c'était l'un des mots-clés de l'un de nos partenaires, la disruption, parce que c'est là où d'un seul coup, on ouvre une porte et on voit un avenir, on voit des possibilités de croissance qui n'existaient pas la veille. Alors quelqu'un qui est en disruption permanente dans son métier va nous rejoindre pour remettre ce prix, mon confrère Arnaud Le Gall, des Échos, rédacteur en chef. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Christophe, bonsoir Jean-François. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à toutes et tous, amis entrepreneurs. La disruption, Arnaud, qu'est-ce que ça pourrait être pour une maison comme celle-ci ? Pour l'opéra, je ne sais pas, je serais bien en peine de prendre de telles décisions. Je laisse cette responsabilité à Stéphane Lissner. De toute façon, la disruption de manière générale, on la retrouve dans tous les domaines d'activité, donc dans la gestion d'un équipement culturel comme celui-ci, comme dans tous les domaines, puisque il n'y a pas de domaine d'activité, je crois, aujourd'hui qui échappe à ce triple bouleversement simultané qu'on connaît, qui touche à la fois la manière dont on consomme nos offres de produits et de services, qui touche à nos modèles économiques, qui touche au paysage concurrentiel. Donc je ne sais pas quelle disruption va pouvoir connaître l'opéra, mais à coup sûr, j'imagine que quelqu'un aussi créatif que Stéphane Lissner doit avoir quelques idées de disruption en tête. Jean-François, la stratégie disruptive, c'est une belle expression, mais pour le profane, le contenu reste mystérieux. Et puis, par définition, ça change tout le temps. Comment définir et ce mot et les critères qui président au choix du prix ? Alors, un entrepreneur disrupteur, en fait, c'est quelqu'un qui dérange un écosystème d'un secteur bien établi. Il y a plusieurs manières de le faire, ou en introduisant une nouvelle technologie, ou en arrivant avec une nouvelle manière de proposer une offre de service, ou souvent la combinaison des deux. Et ce prix de la stratégie disruptive est destiné à récompenser un entrepreneur qui a une stratégie très ambitieuse pour son secteur. Par exemple, Emmanuel Macron, c'est la disruption. Je ne suis pas spécialiste de la politique, moi. Bien joué, Jean-François. Dans la catégorie des startups, 8 candidats sont en lice pour recevoir ce prix au niveau national et nous allons, avec Jean-François, vous les présenter un à un parce qu'à chaque fois, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Dataiku, qui est fondé par Florian Douetto dans la région Île-de-France. Dataiku est le premier studio d'analyse des données et de construction d'applications prédictives en environnement Big Data. Helios, c'est le soleil, Clim, c'est la climatisation, HelioClim en toute logique, c'est une solution de climatisation haute technologie fondée, nourrie par l'énergie solaire exclusivement, climatisée sans réchauffer le climat. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est Yannick Godillot qui nous vient de la région Méditerranée, et oui, là où il fait chaud et là où il y a du soleil. Yannick Godillot qui représente donc HelioClim. Antoine Roux, à la tête de Print-O-Clock dans la région sud-ouest, est un disrupteur de l'impression en proposant en fait de l'impression en ligne. C'est le numéro 2 français du secteur avec des solutions très compétitives à bas prix. Giorgio Annania vient de ma région, la région Rhône-Alpes, limitrophe de son pays d'origine, l'Italie. Giorgio préside aux destinées de Alledia, qui développe une innovation de rupture fondée, elle, sur une nouvelle génération de LED. Les LED, on croit que c'est tout nouveau, mais il y a déjà des innovations dans le LED. Ces LED-là sont intelligents, ils comprennent leur environnement et se comportent en fonction. Giorgio Annania, Alledia, pour la région donc Rhône-Alpes. Dans la région Rhône-Alpes, on a également Bertrand Girin et Nicolas Nguyen qui, eux, s'occupent en fait de votre réputation de VIP. Et ils proposent une solution pour Internet qui permet de mettre en place une véritable forteresse digitale pour faire en sorte que votre réputation soit au top. Mais où est donc Ornicar ? On apprenait cela dans le temps pour maîtriser nos conjonctions. Eh bien, Ornicar est dans la salle ce soir avec Alexandre Chartier qui nous vient de la région ouest. Ornicar, on a beaucoup écrit, on a beaucoup lu. C'est une société qui bouscule le marché des auto-écoles.
que de révolutions dans le domaine de l'automobile et du transport ces dernières années. Ornicar propose un service en ligne pour préparer, pour réussir le code de la route et s'apprêter à être un conducteur ou peut-être un chauffeur professionnel dans d'autres sociétés qui révolutionnent ce domaine-là. Ornicar, bravo, ils sont là. Voilà, et grâce à Ornicar et à Alexandre Chartier, vous avez votre permis de conduire, donc vous avez une voiture. Et heureusement, Calinoto a réussi à concevoir une nouvelle offre pour choyer et nettoyer votre véhicule à bas prix. C'est dans la région nord de France et cela est dans une logique très écologique en évitant au maximum la consommation d'eau. Tous les ans, dans toutes les régions, le domaine médical est représenté. C'est tant mieux quand il s'agit d'innovation, parce que c'est notre santé qui en dépend. Inotrem est spécialisé dans la réponse du système immunitaire aux maladies inflammatoires aiguës. Inotrem, avec Marc Dérive, Jean-Jacques Garot et Sébastien Gibaud, nous vient de la région Est. Et bien maintenant, cher Arnaud, le moment fatidique de l'ouverture de l'enveloppe pour proclamer le prix 2015 de la stratégie disruptive. Eh bien, ce prix est destiné à Giorgio Anania, le président directeur général de Aledia. Aledia, région Rhône-Alpes, récompensée. Bravo à Giorgio, bravo à Aledia. Pendant que vous nous rejoignez, Jean-François va présenter en quelques phrases votre belle société. Vous êtes italien, naturalisé américain, vivant actuellement entre Grenoble et Paris. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des hautes technologies, que ce soit auprès de start-up ou de multinationales. Vous avez dans votre carrière réalisé 2 IPO. Et depuis 2011, vous avez rejoint 2 chercheurs du laitier à Grenoble, Xavier Hugon et Philippe Gillet, pour développer au sein d'Aledia une innovation de rupture à base de microfils dans le domaine des diodes électroluminescentes, plus connues sous l'acronyme LED. Et vous proposez en fait de réduire le coût de production des LED par 4, rien que ça. Et vous développez également les LED de demain, les LED 3D, les LED intelligentes qui vont pouvoir produire des couleurs différentes et vous visez particulièrement le secteur du rétroéclairage, c'est peut-être là où il y aura peut-être des ruptures ici à l'Opéra, de l'illumination et de la télévision. Aledia, c'est 49 collaborateurs, donc 44 dédiés à la recherche et développement, 40 millions d'euros de fonds levés, plusieurs filiales aux États-Unis et en Asie. Et le jury a souhaité saluer la très grande ambition de votre projet et votre volonté de révolutionner votre secteur. Alors vous fabriquez des LED, Giorgio, mais là, pendant 3 minutes, on va éteindre les lumières pour mieux regarder en vidéo ce qu'est votre entreprise. Ce qui m'a poussé à rejoindre Aledia, c'est que moi j'aime bien créer, j'aime aussi les grands défis et la possibilité en quelque sorte de changer un peu le monde. Et Aledia a une technologie que si elle marche, c'est vraiment une grande rupture dans le monde des LED, qui est une des grandes filières industrielles de demain et qui n'est vraiment pas présente en Europe maintenant. Donc c'est un grand changement, un grand rêve, c'est ce qui m'attire. Aledia, jusqu'à maintenant, a eu 2 levées de fonds pour un total de plus de 40 millions d'euros, ce qui pour l'Europe est beaucoup. Pour les États-Unis, ce serait moyen. Dans le dernier financement, à part bien sûr les investisseurs préexistants qui ont suivi, il y a eu la BPI qui a été un partenaire très important, mais aussi 2 clients potentiels très importants. Valeo, qui est un des leaders du monde dans l'illumination LED pour les voitures, et Ikea, qui est une des sociétés qui vend le plus de lampes à LED. Donc 2 sociétés qui représentent 2 des plus grands secteurs de LED de demain et avec lesquels on a signé des accords de co-développement. Les valeurs au sein d'Aledia sont ceux d'une start-up classique, c'est-à-dire l'initiative, l'inventivité, c'est très plat hiérarchiquement. On bosse tous très dur et puis voilà, on ne se préoccupe pas d'autre chose. L'international est dans nos racines même, on ne se pose pas vraiment la question. C'est un marché, le marché des LED, qui est un marché
global de l'ordre de 20 à 30 milliards et en croissance rapide. Nos concurrents sont des très grands groupes, des Osram, des Samsung et aussi une multitude de sociétés chinoises qui sont subventionnées par le gouvernement. Ce qui nous permet de combattre ces gens-là, c'est que la technologie est vraiment une technologie de rupture avec deux choses. Une structure de coût qui est dramatiquement plus basse, donc pas les 10 ou 20% qui ne nous permettraient pas de tenir face aux concurrents asiatiques, mais vraiment très différentes, et aussi des performances qui sont très différentes. Et c'est ça qui nous protège. Et notre technologie, elle se différencie en quoi? C'est qu'elle utilise des substrats de silicium communs dans la microélectronique, qui coûtent 10 fois moins cher que les substrats en saphir, et on est à peu près 3 fois moins cher que les technologies actuelles du marché, même aujourd'hui. Donc ça, c'était l'idée qu'il y avait en 2011 quand on a démarré, et en 2015, c'est toujours vrai, et la technologie est toujours intrinsèquement moins chère que ce qui se fait en Chine, par exemple. En même temps, on a un business model qui ne nous oblige pas à mettre l'essentiel du capital de production parce que c'est ce que j'appelle quasi-fabless. On ne fait qu'une étape de production et on sous-traite le reste à des fonderies de silicium où le capital existe déjà. Donc on peut concurrencer les grands acteurs du domaine en volume de production tout en ne mettant pas notre cash là-dedans. Et voilà une belle entreprise disruptive. Revenez au centre de la scène, Giorgio. Alors, la disruption, c'est quoi pour vous? C'est l'innovation permanente, c'est une idée par jour? Non, si on veut vraiment changer quelque chose, la vie est courte, si on veut vraiment changer quelque chose, il faut prendre une société qui fait les choses très différemment et que si ça marche, ça fait quelque chose qui se remarque. Et ça, c'est un peu ce qui m'a attiré à l'IDEA. Arnaud, une question à notre lauréat. Une des choses qui m'a le plus marqué dans votre histoire, c'est la rencontre, puisque vos associés, Jean-François le rappelait, sont des chercheurs qui viennent du Leti. C'est un endroit formidable, le Leti. C'est une vraie pépite de l'innovation française. Tout à fait. Un centre de recherche que le monde entier nous envie. Mais ils sont encore peu nombreux, les chercheurs, à devenir entrepreneurs. Elle est là, votre première disruption, c'est-à-dire d'avoir trouvé la manière de faire entreprendre ces chercheurs en leur proposant de pratiquer l'entreprise comme un sport collectif. À eux la technicité, à vous l'art de bâtir une entreprise de croissance. Alors, pas du tout. En effet, c'est eux qui sont venus me chercher. Parce que moi, c'est j'avais encore fait 5 ou 6 startups. Donc, celle d'avant était allée de 10 personnes à 3500 et donc ça avait bien marché. Et j'étais en France et ils m'ont appelé. Et d'un côté, je me suis dit, si j'y viens pas, ils vont pas lever l'argent au niveau de ce qu'il faut parce qu'on enlève les 2, les 3, les 4 millions. Mais une technologie qui s'attaque à 1 milliard de 20 milliards contre les Samsung et les autres de cette taille, il faut lever 50 à 100 millions. Et ça, on ne donne pas 50 à 100 millions à quelqu'un qui essaye la première fois. Donc il y a des chercheurs qui pensent big, comme dirait Nicolas Dufour. Ils pensent big, ils sont venus me chercher et moi j'ai pensé que c'était vraiment une pépite. Je ne voulais pas recommencer avec des startups après en avoir fait plusieurs, donc 4-5 pays. Mais bon, on vous présente quelque chose qui est très beau, et bien, on a envie de refaire. Donc Jean-François. on a refait. Pour aller un peu plus loin, effectivement, vous l'avez rappelé, vous vous attaquez à des géants. Le marché, c'est 20 milliards de dollars à l'échelle mondiale, les LED. Les concurrents, c'est des géants allemands, japonais, américains. Comment vous allez réussir, même avec 40 millions d'euros, à battre ou à prendre une position suffisante sur ce marché? Mais tout d'abord, 40 millions, si vous avez une technologie qui a le potentiel de mettre sur la tête une grande filière industrielle comme les LED, c'est quand même une grande filière parce que le marché est 20 à 30 milliards, mais ça rend compétitif dans le monde des voitures, d'illumination, des écrans. Donc là, les financiers écoutent. A et B, le monde est vraiment petit. Donc ça se sait très vite. Moi, je ne voulais pas parler du tout d'Aledia. Je voulais rester tranquille le plus longtemps possible à l'ombre pendant que la technologie avançait. Mais après une année, sous pression de mes investisseurs, on a fait notre premier press release avec une année de retard. Et dans la journée qui suit, 2 appels, Samsung, LG, veulent tout savoir sur la technologie. Donc, si vous avez quelque chose qui risque de s'attaquer à une grande filière industrielle, que d'ailleurs on aimerait rapatrier en Europe, vous n'avez pas besoin de vous bouger, ils vous trouvent. Si je suis provocateur, vous allez aller jusqu'au bout ou vous allez vous faire racheter par les grands?
Il vient de me voler ma question. Je pense que quand on fait les startups, on veut faire quelque chose qui marche et qui devient grand, soit indépendamment, soit comme partie de quelque chose. Si quelqu'un met un grand prix, ben, on est prêt. Ce qui compte, c'est que les équipes qui ont développé un savoir-faire qui est relativement unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au monde qui comprennent, il y a quand même des changements au niveau de la microstructure